suis très honoré d'être ici, devant ce parterre aussi impressionnant. On m'a demandé donc de proposer un propos liminaire sur cette question qui est comment raconter l'Anthropocène aux humains. C'est le thème qui avait été évoqué. Comment raconter l'Anthropocène aux humains? Et je crois que c'est un thème très pertinent parce qu'il soulève que l'Anthropocène est avant tout un grand récit. Et c'est une fiction. L'Anthropocène, c'est donc le nom qu'on donne à cette nouvelle ère géologique dans laquelle nous serions entrés et dans laquelle l'espèce humaine, en vérité les activités humaines industrielles les plus, je dirais, massives, jouent le rôle de force géologique majeure. Et il me semble que ce grand récit exige d'être questionné, exige d'être interrogé, parce qu'il recèle toute une série de points aveugles qui sont dangereux. En ce sens-là, c'est un problème de fiction que je vais poser ici. Je vais demander comment peut-on raconter l'Anthropocène autrement. Et notamment, le point qui m'intéresse, c'est que l'Anthropocène, ça se voit dans son nom, est une machine qui a tendance à faire oublier l'un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, qui est le problème de la crise de la biodiversité. L'Anthropocène, c'est l'ère de l'humain, et en ce sens-là, il a tendance à occulter ce qui, jusque-là, était quand même le problème qui commençait à monter en intensité, qui est la crise écologique sous la forme de la 6e extinction des espèces, comme on l'appelle actuellement. C'est-à-dire une crise de nos relations aux vivants. Et je pense qu'il y a une dimension un peu complaisante dans le succès du terme anthropocène qui revient au frisson un peu mégalomane que nous ressentons à l'idée d'être désormais une force géologique majeure, de telle manière que la nature entière serait hybridée de nous, la nature entière serait construite par nous. Je crois que cette dimension est assez dangereuse. Alors, la question devient, quels sont les récits en présence ? Le premier récit, il me semble, qui s'impose à nous, c'est celui dont nous sommes les héritiers, c'est le récit de la modernité, suivant lequel il y a une séparation radicale entre les humains, d'un côté, qui sont des sujets de droit, des sujets politiques, et de l'autre, la nature, qui est un ensemble de ressources à portée de main, dans lesquelles on peut puiser. On sait que ce récit est dépassé, et que c'est lui qui est en partie la cause de la situation critique dans laquelle nous sommes, en l'occurrence de cette fameuse crise écologique, du réchauffement climatique et des risques pour aussi bien les humains que les vivants non humains. L'autre récit auquel on est confronté, c'est celui qui est porté par l'Anthropocène, un certain Anthropocène, par exemple les tenants de ce qu'on appelle le goût d'Anthropocène, ou les tenants d'une pensée constructiviste radicale. Et c'est un autre récit qui dit que désormais, toute la nature est hybridée d'humains, que plus rien ne nous est étranger. Et c'est un récit qui a lui aussi ses dangers en ce qu'il occulte l'altérité des autres vivants qui partagent avec nous la Terre. Et les récits que je veux proposer ici pour l'Anthropocène, d'autres récits pour l'Anthropocène, ont pour vocation de faire de la place à ces autres vivants, parce que je crois que l'écologie politique perd le sens de sa vocation si elle ne fait pas la place aux autres qu'humains dans son discours et dans ses enjeux. Donc je voudrais essayer de faire entrer dans cette salle, vous allez voir durant mon propos, quelques vautours, des abeilles, peut-être des loups, peut-être des ours, enfin en tout cas, toute une série de personnages hauts en couleur qui méritent, je crois, qu'on leur prête attention. Je reviens à mon problème de récit. Je crois que les deux récits dont on hérite, le récit de la séparation dualiste, propre au moderne, et le récit de l'hybridité, je dirais, ils nous pointent le problème dans lequel nous sommes. C'est qu'on ne peut plus accepter cette idée d'une séparation dualiste entre les humains et la nature. Nous sommes intriqués, nous sommes enchevêtrés. Mais en même temps, il faut continuer à reconnaître qu'il y a une altérité à la nature. Nous ne sommes pas les constructeurs de la nature. Il y a dehors quelque chose qui résiste, quelque chose qui s'impose à nous et dont nous ne sommes pas maîtres.
et que nous ne contrôlons pas complètement. La question devient comment imaginer des récits qui permettent de dépasser l'idée de séparation entre humain et nature, mais tout en maintenant l'altérité des autres vivants, des écosystèmes, des bassins versants, des espèces. Ce qui m'intrigue dans cette question, c'est que si vous la reconnaissez, il s'avère que cette question est omniprésente dans la question des relations entre les cultures. Il y a une analogie profonde avec la question des relations entre les cultures. Traditionnellement, comme le montre le grand historien américain Richard White dans un livre qui s'appelle « Le Middle Ground », un livre de 1991, la question des relations entre deux cultures qui se rencontrent, par exemple dans le cas de la colonisation américaine, les Amérindiens de la région des Grands Lacs d'un côté et les colons américains de l'autre, les historiens sont contraints à deux récits possibles. Ou bien un récit de conquête par les colons qui aboutit à une homogénéisation, de telle manière que les autochtones disparaissent, ils sont homogénéisés. Et l'autre récit possible, c'est un récit de résistance dans lequel les colonisés, les Amérindiens ici, parviendraient à résister et à maintenir une identité, mais une identité séparée, figée, crispée. Et donc on est contraint entre des récits finalement de résistance identitaire d'un côté et des récits d'homogénéisation de l'autre. Et ce que montre Richard White, c'est qu'on peut imaginer d'autres récits. Et notamment, il travaille sur ce qu'il appelle le middle ground, qui est ce lieu de rencontre entre, d'un côté, les Amérindiens, les autochtones des Grands Lacs, entre le XVIIe et le XIXe siècle, et de l'autre, les colons américains, les colons français au début, puis les colons anglais. Et il montre que si on regarde bien l'histoire, il faut la raconter autrement. Ce qui apparaît, c'est un middle ground, c'est-à-dire un terrain d'entente, un terrain commun, un lieu d'interaction dans lequel il n'y a pas d'homogénéisation, les deux parties maintiennent leur altérité, mais en même temps, il y a une composition constante, il y a une cohabitation avec des interactions. Ce qui me frappe, c'est l'analogie avec le problème qui est le nôtre. Alors, je parle d'analogie, c'est-à-dire que ce sont les relations qui se ressemblent. Je ne fais pas une comparaison entre la nature et les Indiens d'un côté et entre les colons et les modernes de l'autre. C'est la relation qui est ressemblante, qui est similaire. Et il me semble qu'elle nous indique un récit possible pour l'Anthropocène, pour imaginer autrement nos relations aux vivants. Alors ce récit, il est très fragile, il est peut-être un peu farfelu, vous allez voir, mais je crois qu'on est dans une situation qui est très critique. Comme dit l'anthropologue Ghassan Age, le réchauffement climatique ou la crise écologique sont des ingouvernables. C'est-à-dire qu'aucun mode de gestion politique actuel n'est capable de les traiter correctement, et ça nous force à réimaginer les formes du politique. On est obligé d'imaginer ce qu'il appelle des alters politiques, d'inventer des fictions, de fabuler, pour penser autrement nos relations à la Terre, nos relations à la planète et à ceux qui la peuplent avec nous. Alors, le récit que je tire de l'analogie avec le travail de Richard White, c'est qu'on peut essayer d'imaginer la Terre comme un middle ground dans lequel on serait dans une relation de cohabitation diplomatique avec les autres vivants. La cohabitation diplomatique, c'est une forme bien particulière de relation. Ça n'a rien à voir avec une séparation dans laquelle des sujets humains accapareraient une nature réduite au rang de ressources, mais ce n'est pas non plus un récit dans lequel il y aurait une hybridation dans laquelle les humains co-construiraient la nature. Dans l'idée de cohabitation diplomatique, on maintient l'altérité des autres et en même temps, on compose avec eux, on interagit avec eux et surtout, on cherche des alliances objectives, on cherche des causes communes. Je voudrais prendre un exemple parce que ça me semble particulièrement aigu dans certains cas. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur la question du loup, de la cohabitation avec les loups, Canis lupus, donc revenu en France en 1992. C'est un cas particulièrement compliqué de cohabitation diplomatique. Je voudrais en prendre un autre désormais qui, en fait, traite de la question des vautours, 3 espèces de vautours, notamment en Inde.
Dans les années 80, il y avait plusieurs millions de vautours en Inde. C'était la première population de vautours au monde. C'est en l'occurrence le vautour du Bengale, le vautour shogun et le vautour indien. Et il s'avère qu'en Inde, il jouait un rôle absolument colossal dans la mesure où l'Inde a une très grande population de bovins. Il y a à peu près 500 millions de bovins en Inde, mais seulement 4% sont destinés à la boucherie, puisque, comme vous le savez, les Indiens mangent très peu de leurs fameuses vaches. Conséquemment, les vautours étaient les équarrisseurs de la société indienne, et c'est eux qui s'occupaient de dévorer les dépouilles et les carcasses de tout ce bétail. Dans les années 90, il y a eu un déclin extraordinairement spectaculaire des populations de vautours. Déclin dans lequel, ça a été montré en 2003 par le docteur Lindsay Oakes. C'est un antibiotique qui était le responsable, le diclofénac, qui était donné au bétail et qui intoxiquait, empoisonnait les vautours de telle manière que 99 à 97% des populations de vautours ont disparu d'Inde. Et ça a produit des effets environnementaux désastreux. Le premier, c'est la contamination de beaucoup de points d'eau potable dans les villages, puisque les carcasses n'étaient plus mangées et qu'elles pourrissaient à proximité de ces points d'eau. Et le second, c'est le fait que ces équarrisseurs disparus, les vautours, ont été remplacés par d'autres, en l'occurrence des rats et des chiens errants. Le problème, c'est que les rats et les chiens errants n'ont pas ce qu'on pourrait appeler le super pouvoir métabolique propre aux vautours. C'est que les vautours, en tant que ce sont des charognards, sont d'un cul-de-sac pour les pathogènes. Dès lors qu'ils ingèrent les carcasses, les pathogènes qu'ils ingèrent sont neutralisés. Alors que les rats ou les chiens ne sont pas des cul-de-sac métaboliques pour les pathogènes, et conséquemment, ils ont commencé à répandre ces pathogènes, notamment dans la faune, mais aussi chez les humains, et il y a eu une recrudescence de la rage en Inde à partir des années 90-2000. Ce que je trouve très intéressant dans ce cas, c'est qu'on voit bien, dès lors qu'on pose le problème en termes de cohabitation diplomatique, qu'il y a des causes communes, qu'il existe des alliances objectives entre des humains et des vivants non humains. Et ici, on en a un exemple particulièrement éloquent, c'est-à-dire que dès lors qu'une certaine espèce, ici, qui joue un rôle important dans l'écosystème, disparaît, cela produit un effet que l'anthropologue Deborah Bird-Rose appelle la double mort, dans un article de 2006. La double mort, c'est l'idée qu'une espèce disparaît, mais disparaissant, cela rompt une connectivité vitale et ça produit des effets désastreux en chaîne. C'est-à-dire que ça amène à, si ce n'est la mort, en tout cas des conditions de vie amoindries pour toute une série d'autres espèces, humaines et non humaines, dans la communauté biotique. Il me semble que ce qui se noue ici, ce qui se joue, c'est la question d'une alliance objective entre les vautours et les populations indiennes, et que c'est une manière de raconter l'Anthropocène que de poser le problème des transformations du climat et des transformations de la biodiversité qui sont induites, en se concentrant sur cette idée qu'on peut faire saillir, rendre visibles ces alliances objectives, et que le problème devient de valoriser les causes communes entre des vivants non humains et les humains. Alors, quelles sont les implications philosophiques d'un cas aussi concret que ce problème des vautours ? Eh bien, je crois qu'elles nous disent quelque chose d'assez profond sur ce que c'est que l'éthique. Ce que c'est que l'éthique est une opposition très ancienne entre l'éthique humaniste d'un côté et l'éthique environnementale de l'autre. Dans la tradition moderne qui est la nôtre, on pense que l'éthique, c'est toujours une question de priorisation des intérêts d'une entité au détriment d'un autre. On considère que les entités sont séparées et la question devient qui doit passer avant l'autre. Est-ce que mon prochain doit être aimé comme moi-même ? Est-ce qu'il faut traiter un autre de la même manière que mon frère ou que quelqu'un qui m'est affilié ? Ça, ce sont les problèmes classiques de la morale. Comment prioriser ? Et ça a amené les humanistes que j'appellerais conservateurs, à avancer l'idée que les écologistes, les gens qui pensent qu'il faut s'intéresser à la cause de la planète, à la cause des autres êtres vivants, étaient des anti-humanistes. Pourquoi ?
Parce que les humanistes soutenaient ce raisonnement, qui est, il me semble, un sophiste, suivant lequel l'humanisme, c'est de prioriser la détresse humaine avant toute chose. Les écologistes veulent faire passer des questions environnementales avant les questions humaines, et conséquemment, ils sont anti-humanistes, et ça les a amenés d'ailleurs à les appeler parfois des éco-terroristes. Je crois que c'est un sophisme très profond, et il y a une erreur de raisonnement qui revient à ne pas comprendre que précisément l'humain n'est pas discernable de l'ensemble de ses relations avec les communautés biotiques et les écosystèmes qui le fondent. De telle sorte qu'on ne peut plus poser le problème en cherchant à prioriser les intérêts des humains au détriment des intérêts du vivant, dans la mesure où ces intérêts sont parfaitement imbriqués. Et je crois que c'est ça que nous dit l'Anthropocène, c'est qu'il y a une indiscernabilité des intérêts du vivant et des humains dans la crise qui est la nôtre, et que le problème revient à imaginer des causes communes. Imaginer des causes communes, ça veut dire quelque chose qui est un peu une acrobatie intellectuelle, mais je vous la soumets quand même, parce qu'elle me semble importante, c'est l'idée de penser la morale autrement. La morale ne revient plus à déterminer qui il faut prioriser. Est-ce que les humains doivent passer avant les baleines? Est-ce que les pêcheurs japonais doivent passer avant, par exemple, les baleines qu'ils chassent? Ou est-ce que les bergers, pour le cas français, doivent passer avant les loups? Je crois que la nouvelle manière que l'idée de cohabitation nous impose d'imaginer pour parler de morale, c'est non pas de s'intéresser à qui il faut prioriser, mais quel est le bien de la relation. Non pas quel est le bien d'un terme au détriment de l'autre, mais quel est le bien de la relation qui tisse les êtres en présence. Et je voudrais donner un exemple sur ce point, dont probablement les autres interlocuteurs vont probablement un peu parler. Aujourd'hui, on entend beaucoup que la seule attitude humaniste pour nourrir la planète, c'est de maintenir des agricultures à très haut rendement, productivistes, avec usage massif d'intrants, et que toute autre attitude, ne pouvant pas nourrir la planète, serait anti-humaniste. Je crois qu'on se retrouve à nouveau devant ce fameux sophisme qui prétend qu'on peut tout justifier environnementalement dès lors qu'on prétend avoir des causes humanistes supérieures par derrière. En fait, à nouveau, il est évident qu'une agriculture qui tue les sols, qui détruit la vie du sol, comme c'est documenté notamment par les Bourguignons en France, qui détruit toute cette microfaune, tous ces colamboles qui sont fondamentaux pour que le sol ait une vie durable, cette agriculture-là, même si elle prétend nourrir la planète, elle ne peut pas prétendre être humaniste, parce qu'elle oublie qu'une agriculture humaniste reposerait sur l'idée de valoriser les relations qui tissent les vivants et les humains dans des communautés à chaque fois particulières. Et donc c'est en ce sens-là que c'est ce que j'appelle une éthique des relations. Le problème, c'est de chercher non pas le bien d'un terme au détriment de l'autre, mais de chercher le bien des relations qui tissent les humains et les non-humains, que ce soit dans le cadre des vautours, que ce soit dans le cadre de l'agriculture. J'aimerais conclure. Oui ? Qu'est-ce qu'il en est du point de vue du temps ? J'ai encore 5 minutes ? Vous avez encore largement 5 minutes. Ah, très bien. Alors, le point qui m'intéresse pour conclure, c'est finalement, lorsqu'on essaie d'imaginer de nouveaux récits, et celui que je propose ici, celui d'une cohabitation diplomatique, il ne s'agit pas de prétendre qu'ils sont la vérité, ça n'a aucun sens. Le récit dont je parle, il est un petit peu farfelu, vous le reconnaissez, et il consiste à dire que dans le monde qui vient, nous ne sommes pas voués simplement à être diplomates entre peuples humains, nous sommes voués à devenir diplomates envers les vivants non humains, envers les écosystèmes, envers les populations animales, la faune et la flore. Et alors cette diplomatie, bien évidemment, elle est asymétrique, puisque les animaux et les écosystèmes ne parlent pas, ils n'ont pas le logos, ils ne vont pas signer des pactes et des accords avec nous. Par contre, ce qui est possible, c'est de se rendre compte que dès lors qu'ils sont des vivants, dès lors qu'ils ont des intérêts, il y a des alliances objectives qui se tissent. L'idée d'alliance objective, pour moi, elle est décisive parce que dans objectif, il y a l'idée que peu importe qu'on ait signé contrat ou pas, peu importe qu'on soit conscient ou pas
qu'on est allié, il y a des alliances qui sont là de fait, parce qu'elles rendent la vie collective meilleure. Et donc, la question devient qui s'allie avec qui dans ces fameuses alliances. Alors, je prendrai un exemple qui m'intéresse beaucoup. C'est dans la question de la cohabitation avec les grands prédateurs en France, notamment avec l'ours dans les Pyrénées. Donc, vous imaginez bien que dans un premier temps, l'ours semble être l'ennemi du pastoralisme, l'ennemi des troupeaux, l'ennemi des brebis. Et conséquemment, il y aurait une logique de conflit entre les bergers d'un côté et les ours de l'autre, de telle manière que certains disent qu'il faut prioriser les bergers contre les ours. On se retrouve à nouveau avec le sophisme des priorités. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'il y a toute une série de bergers qui sont réunis dans un groupement qui s'appelle Pays de l'Ours, qui soutiennent une idée très intrigante et qui peut avoir l'air parfaitement paradoxale au premier abord. Ce sont des bergers qui soutiennent la présence de l'ours dans les Pyrénées. Ils disent que la présence de l'ours est absolument nécessaire. Alors quel est leur argument ? Je crois que leur argument est très fin et il consiste à dire l'ours est bénéfique à l'activité du berger parce qu'il assure le plein emploi dans la montagne. Pourquoi il assure le plein emploi dans la montagne ? Parce qu'il force à des pratiques de gardiennage plus efficaces dans lesquelles il y a plus de bergers et donc ça permet de revivifier la profession, ça permet de lutter contre la désertification des montagnes, ça permet de vivifier tout ce monde rural et conséquemment l'ours est un allié objectif du pastoralisme. Ici on a vraiment un groupe de bergers qui a réussi à imaginer qu'il y avait des causes communes entre certaines activités humaines et certains non-humains. Et ce qui m'intéresse, et je conclurai là-dessus, c'est que ces alliances, elles ne se font pas entre n'importe qui. Ce qui est important, c'est d'imaginer que ces alliances se font entre certaines activités humaines, certains types d'activités humaines, et certains non-humains. Le cas conclusif, c'est celui des abeilles. Vous avez certainement entendu parler à la fin des années 90 et puis à partir de 2007-2008, ce qu'on appelle le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles ou la crise mondiale apicole, parce que les abeilles domestiques notamment sont soumises à toute une série de désastres écologiques qui ne sont pas seulement ce fameux syndrome. Or, ces fameuses abeilles, les abeilles domestiques, qui disparaissent massivement en France, aux États-Unis, s'avèrent être les pollinisatrices de 84% d'après l'INRA, des végétaux non céréaliers qui sont cultivés en France. Les arbres fruitiers, par exemple, sont pollinisés par les fameuses abeilles domestiques. Et leur disparition, ici à nouveau, crée des dommages collatéraux en chaîne sur, en l'occurrence, la santé humaine, sur l'agriculture humaine, comme sur la pollinisation des végétaux sauvages qui, eux aussi, souffrent de la disparition de ces pollinisateurs. À nouveau, on se retrouve dans une situation d'alliance objective dans laquelle il faut faire le bien de la relation, il faut travailler au bien de la relation entre les abeilles pollinisatrices et les activités humaines pour le bien de tous, pour un bien indiscernable qui est le bien de tous. Et de ce point de vue-là, il me semble que l'Agence nationale de la sécurité sanitaire française, qui s'est saisie de la question des abeilles pollinisatrices en 2015, a fait des propositions qui sont profondément diplomatiques, qui sont de l'ordre de la cohabitation diplomatique. Quelles sont-elles ? En quelques mots. En fait, tout le débat, dans un premier temps, a porté sur la détermination de la cause de la disparition des abeilles. Et beaucoup de groupements écologistes se sont battus pour faire reconnaître que c'était des pesticides précis, les néonicotinoïdes, qui étaient à l'origine de cette disparition. Dans les faits, les missions d'expertise, celle du Colosse en 2013 ou celle de 2015, finalement sont très prudentes quant à déterminer les causes effectives de la disparition des abeilles. Et cette ignorance, plutôt que d'en faire une faiblesse, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire, elle en fait une force en disant on ne sait pas exactement quelle est la cause, de telle sorte que la solution ne peut pas revenir à interdire un pesticide. Et de toute manière, si on en interdit un, il y en a un autre qui prendra sa place. Leur position consiste à dire, puisque nous ignorons les causes, tout ce que nous savons, c'est qu'il y a des stress multiples sur la vie des abeilles, qui les détruit et qui détruit donc la pollinisation de beaucoup d'espèces domestiques comme d'espèces sauvages. La solution revient à changer les pratiques. Leur thèse, c'est que c'est les pratiques systémiques agricoles et apicoles qu'il faut transformer pour minimiser le stress sur les abeilles. Et donc, en l'occurrence, valoriser des pratiques qui font une place à la biodiversité, minimiser les intrants phytopharmaceutiques. Ce qu'ils imaginent ici, c'est une alliance entre
certains non-humains, les abeilles pollinisatrices, et des activités humaines plus soutenables. Ce que je veux dire par là, c'est que dans toute une série de cas, les vivants non humains sont les alliés d'une transformation de nos pratiques vers des pratiques plus soutenables. Les abeilles ici sont les alliés des agricultures durables qui font de la place à la biodiversité, qui minimisent toute une série de dommages à la durabilité de ces pratiques. Et la cohabitation diplomatique, ça devient donc ce récit de l'Anthropocène dans lequel on peut imaginer des alliances avec d'autres vivants pour reconnaître leurs intérêts et pour saisir le fait qu'ils sont en détresse, qu'ils sont mis dans des situations de fragilité écologique, comme une opportunité pour transformer nos propres pratiques, pour transformer nos usages. Par exemple, des ours qui aident le pastoralisme à sortir d'une pratique extensive sans berger pour revenir à des pratiques plus intelligentes, ou des abeilles qui s'allient avec une transformation de l'agriculture vers des pratiques plus soutenables. Voilà, c'est un peu le récit que je voulais essayer d'imaginer pour faire de la place aux autres vivants dans l'Anthropocène et ne pas laisser la terreur que produit sur nous l'idée de réchauffement climatique et ses implications sur les humains, nous faire oublier que ce que nous dit avant tout l'Anthropocène, c'est que nous sommes condamnés à vivre exposés les uns aux autres. La formule est de Alain Mabankou. Il l'applique au peuple humain, mais il faut aussi l'appliquer aux espèces et aux formes de vie. Nous sommes tous voués à vivre exposés les uns aux autres. Et la question devient comment est-ce qu'on peut composer entre hétérogènes pour un monde partagé qui soit meilleur. Je vous remercie beaucoup.